Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration fascinante, je crois, en les mécanismes de la communication humaine. On va s'appuyer sur quelques textes, des classiques même, pour essayer de comprendre comment on interagit vraiment. Pas juste comment l'info passe, mais comment la relation se tisse ou parfois se défait dans nos échanges. Et on va voir que c'est souvent, bien plus complexe qu'on l'imagine. Prêt? Allons-y. Oui, bonjour. Effectivement, ces textes nous poussent à regarder au-delà des mots, à voir ce qui se joue sous la surface. On pense notamment aux travaux de l'école de Palo Alto, Paul Václavic et ses collègues, mais pas seulement. Ils éclairent vraiment des dynamiques souvent invisibles. D'accord. Première idée forte qui m'a marqué, issue de Václavic. On ne peut pas ne pas communiquer. Ça semble presque une évidence. Et pourtant, même le silence a un regard qu'on détourne. C'est un message. Exactement, c'est le tout premier axiome, le fondement. Tout comportement, absolument tout, a valeur de message. L'absence de comportement, ça n'existe pas. Donc qu'on le veuille ou non, on envoie constamment des signaux. L'exemple du passager dans l'avion qui ferme les yeux pour dire «laissez-moi tranquille», c'est très parlant, oui. Et ça nous amène direct au deuxième point, non? Le fait qu'il y a toujours deux aspects dans un message. Tout à fait. Le contenu, donc l'information brute, ce qu'on dit littéralement, l'indice, comme ils disent. Et puis il y a la relation, c'est-à-dire comment il faut comprendre ce message, quel type de lien ça établit entre les personnes, l'ordre. Et souvent, c'est cet aspect relationnel-là, la métacommunication, c'est ça, qui prend le dessus. Surtout quand ça chauffe un peu, dans les désaccords par exemple. Oui, la relation englobe le contenu. La manière dont on dit les choses donne le cadre pour interpréter le message. Pensez à quelqu'un qui dit «je ne suis pas énervé», mais avec les mâchoires serrées, le ton sec. On entend surtout l'énervement, pas les mots. C'est clair. Et ça m'amène à un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, la ponctuation de la séquence des faits. Ah oui, le troisième axiome, c'est crucial. Chacun découpe l'interaction à sa manière en fait. C'est comme si on ne mettait pas les virgules au même endroit dans l'histoire. L'exemple classique, c'est le couple, hein. Le mari dit «je me tais parce qu'elle me critique» et l'épouse «je le critique parce qu'il se tait tout le temps». C'est exactement ça. Et la question qui a commencé devient insoluble. Chacun voit son comportement comme une simple réaction à l'autre. Ce désaccord sur la ponctuation, sur où commence la boucle, c'est une source énorme de conflits qui tournent en rond. D'accord, je vois. Ensuite, la distinction entre communication digitale et analogique. C'est le quatrième axiome, c'est ça? Oui, le digital, ce sont les mots, le langage verbal. C'est très utile pour transmettre de l'information complexe, abstraite. Mais ça a ses limites. L'analogique, c'est tout le reste. Le ton de la voix, la posture, les gestes, les expressions du visage, le rythme. C'est beaucoup plus direct pour exprimer la relation, les émotions. Donc le contenu passerait plutôt par les mots, le digital, mais la relation, elle, s'exprimerait surtout par le non-verbal, l'analogique. En grande partie, oui. C'est plus difficile de mentir sur le plan analogique. On peut dire «je suis ravi d'être ici» avec un grand sourire. Mais si le sourire est forcé, si le corps est tendu, l'autre message passe quand même. Quoique, l'analogique est aussi plus ambigu, plus sujet à interprétation. Oui, c'est vrai. Un geste peut vouloir dire plusieurs choses. Et le dernier axiome, alors, L'interaction qui est soit symétrique, soit complémentaire. voilà. Une interaction symétrique, c'est quand elle est basée sur l'égalité ou perçue comme telle. Les partenaires adoptent des comportements en miroir, ils se répondent sur le même registre. Le risque, c'est l'escalade, la compétition. Genre tu cries, je crie plus fort, par exemple, oui. Et l'interaction complémentaire, elle, est basée sur la différence. Il y a une position dite haute et une position basse. Classiquement, médecin-patient, parent-enfant, professeur-élève. Chacun a un rôle défini qui complète celui de l'autre. Et les problèmes surgissent quand on n'est pas d'accord sur le type de relation qu'on veut avoir. L'un veut de l'égalité, l'autre impose une différence, ou inversement. Précisément. Ou quand une relation complémentaire devient trop rigide et empêche l'évolution. Ou une relation symétrique qui s'emballe. Comprendre cette dynamique aide à voir les jeux de pouvoir, les frustrations. D'accord. Donc, ces 5 axiomes, ça nous donne une grille de lecture assez puissante de nos échanges. Comment ça se compare à d'autres façons de voir la communication? On a vu d'autres modèles aussi dans les sources. Les modèles plus anciens, comme celui de Shannon et Weaver, étaient très linéaires. Un émetteur, un message, un canal, un récepteur et du bruit qui peut perturber. Très focalisé sur la transmission technique de l'information. Un peu comme une communication radio, quoi. Exactement.
L'énorme apport de la cybernétique, avec Norbert Wiener et repris par l'école de Palo Alto, c'est l'idée de feedback, de rétroaction. La communication devient circulaire. La réponse de celui qui reçoit le message influence celui qui l'a émis. Ce n'est plus une flèche, c'est une boucle. Ah oui, ça change tout. On n'est plus dans une simple transmission, mais dans une interaction continue. C'est ça. Et les modèles systémiques, comme ceux de Moreno ou Berne, avec ses états du moi, parents, adultes, enfants, insistent aussi sur l'interaction, mais au sein d'un système plus large. Un groupe, une famille, chacun influence et est influencé par les autres membres du système. Et il y avait aussi une mention des modèles constructivistes. L'idée que le sens n'est pas juste transmis, mais qu'il est construit. Oui, co-construit même. Dans l'interaction, le sens émerge de l'échange, en fonction du contexte, des expériences de chacun, des normes sociales. Ce n'est pas comme si le sens était un objet fixe qu'on se passe de main en main. Il se négocie, il se bâtit à deux ou à plusieurs. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée? D'abord que communiquer, c'est inévitable. On le fait tout le temps. Et c'est un processus incroyablement riche, complexe. Oui, c'est pas juste parler ou écrire, c'est une danse constante entre ce qu'on dit, le contenu, et comment on le dit, la relation, entre les mots, le digital, et le corps, l'analogique. Et avec cette idée que chacun ponctue, chacun interprète la séquence des événements un peu différemment. Voilà. Chaque interaction est vraiment une sorte de système en soi, avec ses propres règles, souvent implicites. Et peut-être une petite chose à laisser mûrir pour chacun. Si on accepte vraiment cette idée qu'on ne peut pas ne pas communiquer, que même nos silences parlent, quelle conscience nouvelle ça nous donne pour nos prochaines conversations? Quel sens caché on pourrait peut-être percevoir dans les non-dits, les gestes, la dynamique, la prochaine fois qu'on aura un échange important? C'est une excellente question pour terminer. Ça invite à être beaucoup plus attentif, en fait. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. C'était passionnant d'en discuter.